La science cherche cette réponse depuis des années. Pourquoi, parmi deux femmes du même âge, vivant la même vie, l'une se fane doucement, tandis que l'autre rayonne? Le secret n'est pas dans les crèmes hors de prix, ni dans la génétique, ni dans une vie sans stress. Le secret coule directement dans ton sang. Plus précisément, dans une hormone. Et dans son lien étrange avec une forme d'amour. Mais attends. Ce n'est pas l'amour des films. Quelqu'un qui te dit « tu es belle » ou qui te prend la main, ça n'a rien à voir. Carl Jung avait perçu cette vérité troublante il y a des années. Il existe des femmes qui ont reçu les gifles les plus brutales de la vie. Brisées. Abandonnées. Totalement seules. Et pourtant, au moment précis où tout semblait fini, elles renaissent. Comme un défi lancé au temps. Elles rajeunissent. Au sens propre. Au niveau cellulaire. La vraie question n'est pas « comment ont-elles fait ?» La question qu'il faut poser est celle-ci. Qu'ont-elles commencé à aimer? Imagine une fontaine. Asséchée depuis des années. Pas une seule goutte. Tout le monde croit qu'elle est définitivement cassée. Or la fontaine n'a aucun défaut. C'est la source, en profondeur, qui est bloquée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est cette source cachée. Et comment la faire jaillir à nouveau. Je ne vais pas te réciter une liste ennuyeuse. Je vais t'emmener dans un voyage d'éveil. La science cherche cette réponse depuis des années. Pourquoi, parmi deux femmes du même âge, vivant la même vie, l'une se fane doucement, tandis que l'autre rayonne? Le secret n'est pas dans les crèmes hors de prix, ni dans la génétique, ni dans une vie sans stress. Le secret coule directement dans ton sang. Plus précisément, dans une hormone. Et dans son lien étrange avec une forme d'amour. Mais attends. Ce n'est pas l'amour des films. Quelqu'un qui te dit « tu es belle » ou qui te prend la main, ça n'a rien à voir. Carl Jung avait perçu cette vérité troublante il y a des années. Il existe des femmes qui ont reçu les gifles les plus brutales de la vie. Brisées. Abandonnées. Totalement seules. Et pourtant, au moment précis où tout semblait fini, elles renaissent. Comme un défi lancé au temps. Elles rajeunissent. Au sens propre. Au niveau cellulaire. La vraie question n'est pas « comment ont-elles fait ?» La question qu'il faut poser est celle-ci. Qu'ont-elles commencé à aimer? Imagine une fontaine. Asséchée depuis des années. Pas une seule goutte. Tout le monde croit qu'elle est définitivement cassée. Or la fontaine n'a aucun défaut. C'est la source, en profondeur, qui est bloquée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est cette source cachée. Et comment la faire jaillir à nouveau. Je ne vais pas te réciter une liste ennuyeuse. Je vais t'emmener dans un voyage d'éveil. On a toujours cherché l'amour en haut. Dans le soleil, dans la lumière, dans les visages souriants. Dans le regard de quelqu'un. Dans la chaleur d'une main posée sur la nôtre. Toujours à l'extérieur. Toujours quelque part au-dessus de nous. Mais si la racine de l'amour n'était pas là? Réfléchis un instant. Il y a une femme. Peut-être 45 ans. Peut-être 50. Toute sa vie, elle a été celle qui aime. Elle a couru vers tout le monde. Elle s'est oubliée là où il le fallait. Ses enfants, son mari, sa mère, ses collègues. Tout le monde la connaît comme la forte. Quelle femme dévouée, disent-ils. Mais la nuit, quand tout le monde dort, cette femme entre dans la salle de bain. Elle se tient devant le miroir. Et le visage qu'elle voit ne lui est pas familier. Fatiguée. Éteinte. Étrangère à elle-même. Une femme qui,
au fond d'elle, se demande pourquoi elle est là. Qui cherche des réponses en silence. Cette femme n'aime-t-elle pas? Si. Elle aime. Mais il y a quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle-même. Plus exactement, une partie d'elle-même. Celle qui est enfouie depuis des années. La colère. La déception. Cette voix qui n'a jamais pu dire « moi aussi, je veux ». Ce souffle qui n'a jamais osé dire « j'en ai assez ». Cette voix étouffée qui n'a jamais crié « j'existe aussi, c'est mon droit ». Jung a donné un nom à cela. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu refuses d'être. Mais c'est là que tout bascule. C'est aussi l'endroit où se cache ta force la plus vivante. L'ombre n'est pas que ténèbres. L'ombre, c'est de la lumière exilée dans le noir. Réfléchis. Une femme a appris toute sa vie à être sage. À ne pas se mettre en colère. À ne pas trop demander. À ne pas prendre trop de place. Chaque « ne fait pas » a exilé une part d'elle dans l'ombre. Et ces parts exilées, elles ne meurent pas. Elles s'accumulent dans la cave de l'inconscient. Elles moisissent. Elles s'alourdissent. Et ce poids finit par s'inscrire dans le corps. Ce que la science dit ici est saisissant. Les émotions refoulées ne restent pas dans ton âme. Elles pénètrent tes cellules. La colère chroniquement étouffée déclenche une réponse de stress permanente. Le cortisol grimpe. Et quand le cortisol monte, le système immunitaire faiblit. La régénération cellulaire ralentit. L'inflammation s'installe. Cette femme n'est pas simplement malheureuse. Au sens littéral du terme, elle vieillit au niveau cellulaire. Cette fatigue devant le miroir? Cette pâleur? Ce n'est pas cosmétique. C'est biologique. L'ombre parle à travers le corps. Mais rares sont ceux qui comprennent son langage. Cette mâchoire qui se crispe en permanence. Ce sommeil qui ne vient pas. Ce réveil où tu te sens épuisé, comme si tu avais combattu toute la nuit. Ce combat est réel. Mais l'ennemi n'est pas dehors. Revenons à notre fontaine. Où se trouvait la source? Dans les profondeurs de la montagne. Sous la roche. Dans l'obscurité. La source de l'amour est au même endroit. Dans la couche la plus sombre de l'inconscient. En plein cœur de l'ombre. Tant que tu cherches en surface, tu ne trouveras rien. Parce que la source n'est pas en haut. Elle est en basse. Faire face à l'ombre, entendre cette colère refoulée, ce cri « j'existe aussi », c'est le premier pas de l'amour. Pas de l'amour de soi. De la connaissance de soi. Le premier pas, douloureux, obscur, mais absolument nécessaire. Parce que la part de toi que tu n'arrives pas à aimer, c'est elle qui te vieillit. La voir. L'accepter. C'est ce qui te rajeunit. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la biologie. C'est réel. Mais il y a une vérité que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer. Refouler l'ombre a un prix. Et ce prix, c'est quelque chose d'autre qui le paie. Ce que Jung appelait la persona. Le masque. Le visage que tu montres au monde. Celui qui dit « ça va ». Celui qui dit « pas de problème ». Celui qui dit « je gère ». La persona n'est pas une mauvaise chose. On porte tous un masque. Un visage au travail, un autre à la maison, un autre en société. C'est normal. Le problème commence quand le masque se colle à la peau. Quand il est porté depuis si longtemps, qu'on a oublié le visage en dessous. Imagine une femme. Mariée depuis 20 ans. 20 ans derrière le masque de « la bonne épouse ». 20 ans à préparer le petit déjeuner. 20 ans à maintenir la paix dans la famille.
20 ans où c'est toujours elle qui s'excuse après une dispute. Tout le monde la trouve adorable. Mais cette femme, elle aussi, porte des choses qu'elle n'a jamais montrées. Son corps raconte une autre histoire. Des douleurs cervicales chroniques. Depuis des années. Des migraines, surtout le week-end. Justement quand le masque devrait tomber. L'estomac. L'insomnie. Des problèmes de peau que le dermatologue ne s'explique pas. Le corps ne ment pas. La persona ment. Le corps, jamais. La psychoneuroimmunologie le démontre clairement. L'expression émotionnelle falsifiée est montrer ce que tu ne ressens pas, cacher ce que tu ressens. Supprime directement le système immunitaire. Le corps d'une femme qui sourit en permanence alors qu'elle hurle à l'intérieur, fonctionne comme sous menace chronique. Parce que le cerveau le sait, ça ne colle pas. L'extérieur et l'intérieur ne correspondent pas. Cette incohérence est un signal d'alarme. Certaines personnes paraissent joyeuses, pleines de vie, exactement comme un animal décapité qui continue de bouger. Quand cette alarme ne s'arrête jamais, le cortisol ne redescend pas. La production d'ocytocine chute. Les télomères et les horloges biologiques de tes cellules accélèrent. Cette femme n'est pas simplement malheureuse. Au sens biologique du terme, elle pourrit sous son masque. C'est dur à entendre? Oui. Mais c'est la vérité. Le mois dernier, une abonnée m'a écrit ceci: pendant 30 ans, j'ai été l'épouse parfaite, la mère parfaite, la fille parfaite. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. J'avais à peine 60 ans, mais j'en paraissais 70. Le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était de ne plus savoir qui se cachait derrière ce visage. Elle disait qu'elle paraissait bien plus vieille que les femmes de son âge. Ce que cette femme a vécu porte un nom. Ce que Jung appelait l'inflation de la persona. Le masque a tellement gonflé, qu'il a écrasé la personne en dessous. Revenons à notre fontaine. J'ai dit que l'eau de source se filtre en traversant la roche. Mais si l'eau ne peut plus passer? Si la roche est trop épaisse, trop dure? Alors l'eau stagne. Elle croupit. Elle pourrit. Elle empeste. La persona, c'est cette roche. Quand elle est fine, elle filtre et purifie. Elle te protège. Mais quand elle s'épaissit, quand elle durcit, quand elle perd sa perméabilité, elle bloque la source. Et la femme s'assèche. Cette pâleur sur le visage. Ce regard terne dans les yeux. Cette question lancinante: pourquoi suis-je si fatigué? La réponse est simple. Et douloureuse. Parce que la force que tu devrais utiliser pour exister, tu la dépenses pour paraître. Quand la persona se fissure, et tôt ou tard, elle se fissure, ça fait mal. Divorce, maladie, effondrement, épuisement. Cette fissure semble terrifiante. Mais, c'est par cette fissure que l'eau recommence à couler. Ce sont les premiers instants où cette fissure commence à devenir un océan. Il y a autre chose que je dois te dire. La persona ne fonctionne pas seulement dans les relations. Elle est partout. Au travail. Aux réunions de famille. Et même quand tu es seul. Oui. Même seul. Cette femme, assise seule chez elle, pense: je dois rester forte. Pour qui? Personne ne regarde. Pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui puisent leur force en moi, se dit-elle. Mais le masque est devenu un réflexe. Ce n'est plus un accessoire qu'on retire. C'est une peau collée. Et cette peau collée consume le corps. Jouer un rôle en permanence, c'est une tension permanente. Les muscles ne se relâchent pas. Le souffle ne s'approfondit pas. Le système nerveux ne passe jamais en mode sécurité. Le corps de cette femme est sur scène 24 heures sur 24.
Et la scène fatigue. Use. Vieillit. Un jour, ce masque se fissure. Et cet instant semble dévastateur. Une dispute. Une maladie. Un effondrement. Tu cries, c'est fini. Tout le monde dit, la pauvre, que s'est-il passé? Mais en réalité, cette fissure, c'est une délivrance. Et toi? Depuis combien de temps portes-tu ce masque? Il y a quelque chose dont je veux te parler. Peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué de cette façon. Ce que je vais dire maintenant est important. Je te demande de m'écouter très attentivement. Dans la mythologie grecque, il y a une histoire. Héros et Psyché. Psyché est une mortelle. Si belle que la déesse Aphrodite elle-même en est jalouse. Et Héros, le dieu de l'amour, tombe amoureux de Psyché. Mais à une condition, elle ne devra jamais le voir. Ils s'aimeront dans le noir. Ils se parleront dans le noir. Ils vivront dans le noir. Leur monde entier existera dans l'obscurité. Psyché accepte. Et elle est heureuse. Un temps. Mais la curiosité arrive. Qui est-ce que j'aime? Puis-je vraiment aimer quelqu'un dont je n'ai jamais vu le visage? Une nuit, elle allume une lampe. Elle voit le visage d'Héros. Et à cet instant, tout s'effondre. Héros s'envole. Psyché reste seule. La plupart des gens lisent cette histoire ainsi, elle n'aurait pas dû être curieuse. Elle aurait dû respecter les règles. Mais le vrai sens est ailleurs. Jung a lu cette histoire d'une toute autre manière. Jung a dit, Psyché n'a pas fait une erreur en allumant la lampe. C'était une nécessité. Parce qu'aimer dans le noir, c'est aimer sans conscience. Et l'amour sans conscience, n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Attends. Arrêtons-nous sur cette phrase. Aimer dans le noir. C'est-à-dire aimer sans vraiment voir l'autre. Sans vraiment te connaître. Sans jamais questionner la vraie dynamique de ta relation. Ce n'est pas de l'amour. C'est un engourdissement. Un état de sommeil. Confortable mais faux. Comme un miel empoisonné, doux mais mortel. Et c'est dans ce sommeil que beaucoup de femmes vieillissent. Comment? Rappelle-toi cette femme du début. Celle qui refoule son ombre. Puis celle qui étouffe sous sa persona. Cette femme aime quelqu'un. Peut-être un mari. Peut-être un compagnon. Peut-être une relation déjà finie mais jamais rompue. Elle se définit comme celle qui aime. Mais en réalité, elle aime dans le noir. Elle n'a pas allumé sa lampe. Elle ne veut pas voir. Ni l'autre, ni elle-même. Ni cette décomposition silencieuse entre les deux. Elle aime les yeux fermés. La théorie de l'attachement entre en jeu ici. Les recherches le montrent, les schémas d'attachement insécure, surtout l'attachement évitant et anxieux, créent un stress physiologique chronique. Mais ce stress ne vient pas du fait que la relation soit mauvaise. Il vient de l'inconscience dans la relation. Ce n'est pas de te disputer qui te détruit. C'est de ne pas pouvoir te disputer. Ce n'est pas de dire la vérité. C'est de ne pas pouvoir la dire. C'est de fuir le regard. Et le corps punit cet évitement. En silence. Mais sans pitié. Cette fatigue au réveil. Ces crises de larmes sans raison. Ce sentiment que, tout va bien mais quelque chose ne va pas. Ton corps te dit. Allume la lampe. Il est temps de voir. Ce que Jung a vu dans Héros et Psyché, c'est exactement cela. Le véritable amour commence par accepter l'obscurité. Mais il mûrit en refusant d'y rester. Quand Psyché a allumé la lampe, elle a tout perdu, mais elle a fait le premier pas vers elle-même. Cette perte n'était pas une fin. C'était une naissance. Un commencement.
Revenons à notre source. Quand l'eau est-elle la plus limpide? Après avoir traversé les couches les plus profondes, les plus sombres de la montagne. Sans voir la lumière. Sans toucher l'air. Filtrée par la terre et la roche. Le paradoxe est là, l'eau qui traverse l'obscurité la plus profonde, devient la plus pure. L'amour aussi. La femme qui n'ose pas affronter l'obscurité, celle qui ne descend pas dans son ombre, qui ne questionne pas sa persona, qui refuse de voir la vérité dans sa relation en surface, elle semble aimer. Mais cet amour est trouble. Non filtré. Et l'eau trouble ne nourrit pas. Elle fait pourrir. Et cela commence à se voir sur le corps. Un front crispé. Un teint éteint. Des regards ternes. Des fatigues inexplicables. Mais la femme qui a traversé la douleur. Qui a accepté de perdre. Qui a allumé la lampe. Son amour coule d'un tout autre endroit. Des profondeurs. Filtré, purifié, limpide. Et cette limpidité se reflète sur le visage. Sur le corps. Dans les cellules. Mais il manque encore une pièce. Descendre dans l'obscurité ne suffit pas, allumer la lampe ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Et c'est peut-être le plus difficile. Réfléchis un instant. 2 femmes. Toutes les deux ont 45 ans. Toutes les deux mariées depuis 10 ans. La première partage le même lit que son mari chaque soir. Mais depuis 5 ans, pas une seule vraie conversation. Ça va? Ça va. C'est tout. Chaque soir, le même scénario. Les corps côte à côte, les âmes dans des mondes séparés. Cette femme est mariée. Mais seule. Elle aime dans le noir. Sans voir. Sans être vue. La deuxième a divorcé. Elle a vécu la douleur. Elle a fait son deuil. Puis un soir, elle s'est regardée et s'est dit, je n'aimerai plus dans le noir. Ni moi, ni personne. Cette femme a allumé sa lampe. 6 mois plus tard, si tu les voyais côte à côte, tu te tromperais en devinant laquelle est mariée et laquelle est seule. Parce que la première s'est fanée. La deuxième rayonne. En disant cela, j'espère que tu ne vas pas courir déposer une demande de divorce. Mais si quelque chose est fini, c'est fini. Attendre en espérant que ça s'arrange ne fait que tirer la relation vers le bas. Je te le dis comme quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. Il manque encore quelque chose, je l'ai dit. Cette chose, c'est le retour à soi. Mais comment? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as rencontré l'ombre. Tu as vu la fissure de la persona. Tu as allumé la lampe de Psyché. Et maintenant, tu te tiens au bord de la question la plus difficile. Tu es descendu dans le noir. Tu as vu. Tu as reconnu la douleur, tu l'as ressentie. Et après? Voir ne suffit pas, reconnaître ne suffit pas. Même accepter, seul, ça ne suffit pas. Nous arrivons à l'une des idées les plus audacieuses, les plus radicales de Carl Jung. Ce que les alchimistes appelaient le mariage sacré. Mais ce mariage ne se fait pas entre 2 personnes. Il se fait à l'intérieur d'une seule. Ouvrons cela. Jung a dit que l'étape la plus cruciale du processus d'individuation, ce chemin pour devenir véritablement soi-même, c'est ce mariage intérieur. La femme en toi et l'homme en toi. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Moi aussi, ça m'avait semblé étrange. Mais entendre ces choses, les explorer, ça a changé ma vie. L'enfant en toi et la sage en toi. La colère en toi et la tendresse en toi. L'ombre et la lumière. La persona et l'essence. Ces parts sont en guerre depuis des années. Quand l'une parle, l'autre est réduite au silence. Quand l'une rit, l'autre pleure. Et cette guerre intérieure consume.
cellule par cellule. Imagine une femme. Toute sa vie, elle a entendu deux voix. La première dit, sois forte. Ne pleure pas, tiens bon. L'autre murmure, je suis fatigué. Regarde-moi aussi. J'existe. Et cette femme a toujours écouté la première voix. La deuxième? Enfermée à la cave. Exilée dans l'ombre. Abandonnée dans le noir. Le mariage sacré, c'est l'instant où tu décides d'écouter cette voix dans la cave. Mais pas seulement l'écouter. L'étreindre. Lui dire, toi aussi, tu es moi. Lui dire, toi aussi, je t'aime. Pas à quelqu'un dehors. À toi-même. Dedans. Et la science entre en jeu ici encore. Les recherches en psychoneuroimmunologie révèlent quelque chose de saisissant. L'autocompassion, c'est-à-dire être compréhensive envers toi-même plutôt que te juger, augmente directement la production d'ocytocine. L'ocytocine. L'hormone de l'attachement. Cette fameuse hormone de l'amour. Et quand l'ocytocine monte, le cortisol chute. L'inflammation diminue. Le système immunitaire se renforce. La régénération cellulaire s'accélère. Le corps rajeunit. Quand une femme se dit « toi aussi, tu as tellement tenu bon », ce n'est pas juste une belle phrase. C'est un événement biochimique. Le cerveau perçoit qu'il reçoit de l'amour. Et pour le cerveau, que cet amour vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, ça ne fait aucune différence. L'amour est l'amour. Et le corps se régénère en conséquence. Il fabrique son propre élixir de jeunesse. En écrivant ces lignes, j'ai une scène devant moi. Une femme. Devant un miroir. Depuis des années, elle fuyait ce miroir. Chaque fois qu'elle passait devant, elle détournait la tête. Ou quand elle regardait, elle ne voyait que les défauts. Les rides. Le menton qui s'affaisse. Les poches sous les yeux. Ce miroir était devenu un ennemi. Elle s'était résignée à se trouver laide. Et un jour, peut-être sans raison particulière, peut-être en se coiffant, peut-être en se brossant les dents, elle s'est arrêtée. Et elle a regardé dans ses propres yeux. Vraiment regardé. Longuement. Elle a vu la fatigue dans ce regard. La fatigue de toutes ces années. Mais cette fois, elle n'a pas jugé. Cette fois, elle a dit, toi aussi, tu as tellement tenu bon. Cet instant, le visage de cette femme a changé. Physiquement. La mâchoire s'est relâchée. Les épaules sont descendues. Les lignes du front se sont adoucies. Comme si tous les muscles derrière ce visage avaient enfin libéré le souffle qui le retenait depuis des années. Elle s'est apaisée. C'est ça, le mariage sacré. Cet instant devant le miroir. Quand tu te regardes et que tu vois non pas l'ennemi, mais la compagne. Et cet instant, crois-moi, au début, il ressemble à une petite fissure. Un bref adoucissement. Un bref souffle. Mais ce qui coule à travers cette fissure est impossible à arrêter. Parce que c'est l'ocytocine qui coule par cette fissure. C'est l'immunité qui coule. C'est la jeunesse qui coule. Souviens-toi de notre source. Cette eau filtrée depuis les profondeurs de la montagne. Passée à travers la roche. Purifiée dans le noir. Quand elle atteint la surface, que se passe-t-il? Elle nourrit la terre. Elle fait éclore les fleurs. Elle donne la vie. Et ce point où l'eau jaillit à la surface, cette source étincelante, c'est le mariage sacré. L'instant où la guerre intérieure prend fin. Où les morceaux se réunissent. Où l'eau coule enfin librement. Cette femme qui s'est regardée dans le miroir avec compassion, elle a ouvert sa source. Et elle a commencé à rajeunir. Vraiment. Au niveau cellulaire. Ce n'est pas une consolation.
C'est un fait scientifique. Et tu sais, ce qu'il y a de plus beau dans le mariage sacré? Ce n'est pas un événement unique. Le premier instant devant le miroir est grand et bouleversant. Mais ensuite, il se fait plus petit. Il s'infiltre dans le quotidien. Un jour, tu souris à la caissière au supermarché. Pas un sourire faux. Un vrai sourire. Et tu te sens bien. Parce que ce sourire n'est pas celui du masque. C'est le tien. Un jour, quelqu'un te critique. Et au lieu de te défendre, tu t'arrêtes. Peut-être qu'il a raison, te dis-tu. Et au lieu de t'effondrer, tu te sens plus légère. Parce que tu ne protèges plus la persona. Tu t'es réconcilié avec tes erreurs, avec tes imperfections. Tu te protèges TOI. Et ce sont deux choses très différentes. Chacun de ces instants, une goutte d'ocytocine de plus. Chacun de ces instants, une cellule de plus qui se renouvelle. Petit. Silencieux. Mais cumulatif. Et nous arrivons à la dernière pièce. Peut-être la plus importante. Peut-être la plus sous-estimée. Parce que la plupart des gens cherchent la transformation dans les grands moments. Les grandes décisions. Les grandes ruptures. Les grandes illuminations. Et oui. Faire face à l'ombre, c'est grand. Briser la persona, c'est grand. Le mariage sacré, c'est grand. Mais après, le matin arrive. Le réveil sonne. Le café se prépare. La vaisselle s'est accumulée. L'enfant est en retard pour l'école. Le patron envoie un message. Et cette grande transformation, cet instant devant le miroir, ce rajeunissement cellulaire, se noie dans le bruit du quotidien. C'est exactement là, à ce point précis, que la plupart des femmes perdent ce qu'elles avaient gagné. C'est un véritable point de bascule. Carl Jung en était conscient. Et dans les dernières années de sa vie, il a développé un concept. Peut-être le moins connu, mais le plus puissant. La vie symbolique. C'est-à-dire enfouir un sens conscient dans les gestes ordinaires, banals, quotidiens. Transformer la vie en rituel. Pas le rituel de l'église. Le rituel de la cuisine. De la salle de bain. De la rue. Ce que Jung disait en réalité, si tu ne te connectes à ton inconscient que durant la thérapie, que durant la méditation, que dans les moments spéciaux, cette connexion se rompt. Parce que la vie n'est pas faite de moments spéciaux. La vie est faite de moments ordinaires. Et pour que la transformation soit durable, elle doit s'enraciner dans ces moments ordinaires. Tu dois regarder chaque instant comme une thérapie, une méditation, un moment sacré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le café. Le café du matin. On en boit tous. Mais comment le boit-on? Debout. Pressé. Le téléphone dans une main, la tasse dans l'autre. On lit les nouvelles, on crie après l'enfant, on construit mentalement la liste de la journée. Le café est fini. Mais on ne s'est même pas rendu compte qu'on l'avait bu. On ne boit pas le café pour boire le café. On le glisse entre nos pensées. Un matin, j'ai changé ça. Je me suis assise. J'ai posé le téléphone. J'ai pris la tasse entre mes deux paumes. Et j'ai simplement senti la chaleur. J'ai respiré l'odeur du café. J'ai bu la première gorgée lentement. 5 minutes. Seulement 5 minutes. Sans rien faire d'autre. Et en ces 5 minutes, quelque chose s'est produit. Mes épaules sont descendues. Ma mâchoire s'est relâchée. Mon souffle s'est approfondi. C'est comme si j'avais dit à mon corps, je suis là. Je te vois. Je te donne du temps. Et le corps a répondu. Ce geste semble petit. Mais c'est un immense pas sur le chemin de devenir soi-même.
La vie symbolique dont June parlait est cachée dans cette tasse. Dans ces 5 minutes. Dans cette présence consciente. Ce n'est pas absurde. C'est de la neuroscience. Et je te demande sérieusement de creuser ce sujet. De faire tes propres recherches. Et de partager tes réflexions avec moi dans les commentaires. Les études le montrent. Les moments de pleine conscience n'ont quelque chose de plus simple, de plus quotidien, active le système nerveux parasympathique. Tu fais passer ton corps du mode combattre ou fuir au mode se reposer et réparer. Et cette bascule, à chaque instant conscient, déclenche la réparation cellulaire. L'ocytocine est libérée. Le cortisol chute. La télomérase. L'enzyme qui ralentit l'horloge du vieillissement de tes cellules s'active. 5 minutes d'un rituel de café, pas si négligeable que ça, n'est-ce pas? Mais c'est crucial, il ne s'agit pas que du café. C'est une question de regard. Un choix. Sentir l'eau toucher tes mains en faisant la vaisselle. Remarquer la façon dont ton pied se pose sur le sol en marchant. Serrer ton enfant dans tes bras et respirer vraiment son odeur. Pas en vitesse. Complètement. Chacun de ces gestes nourrit la source. Chacun est une goutte d'ocytocine. Chacun est une cellule qui se renouvelle. Et leur absence? Chaque geste vécu en pilote automatique, sans conscience, sans sens? C'est une cellule qui meurt. Jung l'a dit très clairement. Ce qui tue véritablement l'être humain, ce n'est pas la douleur. Ce n'est pas la perte. Ce n'est pas le manque. C'est l'absence des scènes. Parce que celui qui donne un sens à sa douleur la traverse. Mais celui qui est condamné à l'absurde, pourrit. En silence. Sans s'en rendre compte. Jour après jour. Un marécage se forme à l'intérieur. Tu les connais, ces femmes. Leur vie n'a aucun problème. Mais elles sont fanées. Pas de soucis financiers, une bonne santé, un large entourage. Mais dans leurs yeux, ce regard terne. Ce vide. De l'extérieur, tu dis, quelle belle vie. De l'intérieur, un désert. Un désert aride. L'eau de la fontaine ne coule plus. Parce que la source n'est plus nourrie. Regardons notre source une dernière fois. L'eau a atteint la surface. Limpide, vive, vivante. Mais une source a besoin d'être nourrie en permanence. Si les profondeurs de la montagne cessent d'envoyer de l'eau nouvelle, la source aussi se tarit. Ces 5 minutes de café? Ce toucher conscient? Ce souffle d'un instant? Ce sont les eaux souterraines qui nourrissent la source. Petite. Invisible. Mais d'une importance vitale. Et le secret du rajeunissement est là. Pas dans les grands moments. Pas dans les grandes décisions. Dans chaque jour, chaque heure, chaque petit choix. Quand tu choisis l'amour non pas comme un événement, mais comme un mode de vie. Tu te souviens? Au début de cette vidéo, j'ai posé une question, qu'ont-elles commencé à aimer? Voici la réponse. Tout. Mais consciemment. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Si je ne le dis pas, cette vidéo restera incomplète. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu ne sentiras probablement aucun changement. Le même miroir. La même fatigue. La même liste. La même course. Et peut-être que l'ancien masque, la persona, se collera à nouveau sur ton visage. Comme un réflexe. 30 ans de réflexe ne se brisent pas en une nuit. Ton ombre murmurera. Et tu feras encore semblant de ne pas entendre. Tu boiras ton café debout, pressé. Tu jetteras un coup d'œil furtif au miroir. Et une voix en toi dira, voilà. Encore la même. Rien n'a changé.
N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, souviens-toi que tu es humaine. Je te dis cela parce que c'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est l'humanité. La transformation, ce n'est pas se réveiller un jour en disant « j'ai changé ». La transformation, c'est se réveiller chaque matin en disant « aujourd'hui aussi, je vais essayer ». En trébuchant. En oubliant. En se souvenant. En oubliant encore. Et en se souvenant encore. Les vieilles habitudes reviendront. Le masque se recollera. La voix intérieure se taira de nouveau. Mais tu as désormais une différence, tu sais. Tu as vu l'ombre. Tu as senti la fissure de la persona. Tu as allumé la lampe une fois. Et une lampe allumée une fois ne peut jamais être complètement éteinte. Tu as vu la vérité. Tu en es consciente maintenant. Peut-être pas demain. Peut-être même pas dans une semaine. Peut-être qu'un jour, dans la cuisine, en faisant la vaisselle, à un moment que tu n'attendais pas du tout, tu sentiras la chaleur de l'eau sur tes mains. Et tu t'arrêteras. Tu respireras. Et une voix en toi très basse, très profonde dira « Je suis là ». Cette voix, ce n'est plus celle de l'ombre. Ce n'est certainement pas celle de la persona. Cette voix, c'est la tienne. Ta vraie voix. Celle que tu n'as peut-être pas entendue depuis des années. Que tu n'as peut-être jamais rencontrée. Mais qui a toujours été là. Et peut-être que cette transformation arrivera juste après cette vidéo. On ne sait jamais. Et à l'instant où tu entendras cette voix, ne serait-ce que cet instant, la source aura reçu une goutte de pluie. Chaque fois, ce sera un peu plus facile. Chaque instant conscient durera un peu plus longtemps. Chaque, toi aussi, tu as tellement tenu bon, viendra d'un peu plus profond. Goutte à goutte. En silence. Mais de façon imparable. Et maintenant, souviens-toi de cette fontaine. La fontaine a séché du début de la vidéo. Celle que tout le monde croyait cassée. Celle pour laquelle personne n'avait plus d'espoir. La source était bloquée. L'ombre refoulée. La persona épaissie. L'eau attendait dans le noir, sous la roche, immobile. Mais tu es descendu dans l'obscurité. Tu as vu la roche. Tu as trouvé la fissure. Et goutte à goutte, lentement, l'eau a recommencé à monter vers la surface. D'abord un suintement. Puis un mince filet. Puis, une source limpide, fraîche, vivante. Cette source, c'est toi. Elle a toujours été là. Elle avait juste besoin de retrouver son chemin. Et ces femmes qui rajeunissent en aimant? Elles ne sont pas un miracle. Ce sont simplement des femmes qui ont trouvé leur source. Qui ont osé traverser l'obscurité. Qui ont retiré le masque. Qui ont allumé la lampe. Et qui, chaque matin, dans chaque tasse, dans chaque souffle, choisissent de nourrir cette source. L'eau coule. Limpide. Imparable. Si cette source attend quelque part en toi aussi, je te demande d'écrire un seul mot dans les commentaires. Pour soutenir toutes celles qui sont sous ce toit au moment où elles font ce premier pas. Et pour déclarer à toutes celles qui sont ici, que toi aussi, tu l'as fait.